Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. À présent, on va faire escale à la gare de Paris, d'où nous attend Madame Marie-Madeleine Djoubaté, ex-candidate à la présidentielle de 2015. Donc, elle est aujourd'hui, apprend-on, à la tête d'un mouvement, des mouvements politiques et bientôt, probablement, à la tête d'un parti politique. Elle va nous détailler tout ceci dans un court instant. Madame Marie-Madeleine Djoubaté, que nous allons appeler ici et maintenant dans cette émission. Madame Marie-Madeleine Djoubaté, depuis Paris en direct. Bonjour, madame. Bonjour monsieur, bonjour à tous vos auditeurs et je vous remercie de m'avoir invité sur vos ondes. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation ce lundi. Allez-y, à ma première question. Alors, une grande actualité en République de Guinée, c'est, puisque depuis un certain moment on ne vous a pas entendu, mais c'est cette nomination, Dr Kassory Fofana est désormais le Premier ministre guinéen, son gouvernement a été formé. Il a même déjà pris quelques actes, comme vous avez pu forcément le suivre, le fil de l'actualité dans notre pays. Comment réagissez-vous à la fois à cette nomination, mais aussi aux premiers actes posés par le Premier ministre ? Écoutez, votre question, elle est très pertinente. Cependant, je pense que le Premier ministre, il vient de poser un acte fort. Si vous parlez en tout cas du cas de l'OGP, de Paul Moussa Diawara et de Sékou Camara, je dirais qu'il a posé un acte fort. Mais je n'aurais pas tout à fait la même lecture que vous. Ou de certains de vos auditeurs, vous allez dire que la dame cherche la petite bête. Oui, c'est vrai, je cherche la petite bête. Parce que il y a plusieurs choses. D'abord, M. Paul Moussa Diawara était leader d'un parti politique allié au RPG Arc-en-Ciel. Et M. Sékou Camara était est un classique membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Moi, la raison plausible que je pense concernant la révocation de ces deux fonctionnaires serait plutôt liée à des luttes fratricides à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel. J'ai eu en fait quelques informations concernant M. Paul Moussa Diawara qui se préparerait à être candidat à la présidentielle de 2020 et qui ne s'entendait pas du tout avec M. Bantamasso, alors président du conseil d'administration de l'OGP. Donc il y aurait eu de sérieux accrochages entre eux. Monsieur Sékou Camara, membre du bureau politique du RPG, il fait partie des classiques aurait mobilisé des militants pour s'opposer à la nomination de monsieur Kassory Fofana à la primature. Donc, si ces informations sont vraies, je conclurai donc que la vraie raison de leur disgrâce ne serait pas la lutte contre l'impunité, le détournement de fonds, la corruption, mais bien un règlement de compte. Et si tel était le cas, le Premier ministre, si vraiment Monsieur le Premier ministre Kassory Fofana veut lutter contre la corruption, contre les détournements de publics, je vais aller très vite. Oui, elle va le bout. Je pense qu'il devrait commencer par son département, le département qui vient de l'effet, par la présidence de la République également, qui vient d'augmenter son budget de fonctionnement de 11%. Donc on était à 408 milliards, on était à 317 milliards en 2007, on passe à 408 milliards quand on demande à tout le monde de serrer les boulons. Et puis que les audits devraient concerner non seulement tous les départements ministériels, mais aussi toutes les sociétés d'État, et où donc il y a des détournements de fonds. Je pense à la SEC par exemple, à la SOGEAC, à la Caisse nationale de sécurité sociale, aux impôts, au port autonome de Conakry, à l'EDG, aux universités publiques, à la pêche, au secteur minier, au marché public, et puis d'autres sociétés que je ne veux pas citer. Donc, si M. Kassory Fofana le fait réellement dans ce sens, alors le pays va dans le bon sens. Mais pour l'instant, je reste sceptique et nous allons voir les prochains actes qu'il va mettre en place
pour lutter réellement contre la corruption. Donc j'attends qu'il audite aussi les autres départements. Bien, Madame Marie-Madeleine Djoubate, en direct de Paris. Allez, vous continuez. Alors, si l'on convient de tout ce regard que vous venez de porter sur les premières actions du Premier ministre Kassory Fofana, est-ce qu'on peut s'entendre, est-ce qu'on peut vous entendre donc dire qu'il n'y a pas grand-chose à espérer quant à la lutte contre la corruption dans notre pays? Écoutez, monsieur, moi je pense que il n'y a pas d'espoir de voir vraiment que ce gouvernement lutte contre la corruption. Déjà, quand vous voyez la composition du gouvernement, on a recyclé la moitié du gouvernement, enfin la moitié des effectifs du gouvernement est dans ce gouvernement-là, et ils ne sont pas tous blanchis. Donc, M. Kassory Fofana est lui-même issu du sérail de la haute fonction publique guinéenne. Et dans la haute fonction publique guinéenne, on n'a jamais vraiment audité les personnes qui ont participé au pillage de l'économie. Je pense que M. Kassory Fofana ne fera rien de nouveau pour la lutte contre la corruption dans notre pays. Bien, allez-y Ahmed. Madame, on va donc parler donc de la composition du nouveau gouvernement avec l'entrée aussi de deux opposants, Mokhtar Diallo et Abouakar Sylla, mais aussi de la faible représentativité des femmes. Oui, tout à fait. Au niveau des deux opposants, Mokhtar Diallo et Abouakar Sylla, donc je ne dirais pas grand-chose. Hein, c'est un choix qu'ils ont fait tous les deux en connaissance de cause. Donc je ne souhaite pas trop m'attarder sur l'entrée de ces deux personnalités, enfin de ces deux personnes dans le gouvernement. La seule chose que je peux dire, c'est qu'ils ont entraîné des jeunes dans leur mouvement en mettant leur vie en danger et que maintenant ils les abandonnent pour rentrer dans le gouvernement. Donc ils sont les seuls à savoir pourquoi ils ont accepté de travailler dans ce gouvernement après l'avoir autant combattu et après avoir incité les gens à la révolte. Maintenant, concernant la faible représentativité des femmes, et c'est des femmes mais des jeunes aussi, hein, il faut simplement signaler que le pays il a régressé pour plusieurs raisons. D'abord, dans le gouvernement de la Première République, donc sous l'ère du président Sékou Touré, les femmes et les jeunes étaient largement représentés et écoutés. Et aujourd'hui, donc, les femmes sont un peu des laissées pour compte et il faut signaler qu'elles représentent quand même 52% de la population et que les jeunes représentent 70% de notre population. Donc, il y a des conséquences donc, à la sous-représentativité des femmes et des jeunes dans le nouveau gouvernement. Elle est mise en évidence notamment dans les instances décisionnelles du pays où on ne voit pas de femmes, en tout cas quasiment pas. Dans les instances étatiques, donc dans le gouvernement de mémoire, il n'y en a que 3. À l'Assemblée nationale, et puis aucune femme dans les institutions de contre-pouvoir, mais aussi dans les institutions déconcentrées ou décentralisées. Je pense aux préfectures ou aux mairies. Aux maires, donc, on a une dame qui est Madame Aminata Touré, que je félicite. À part ça, les femmes ne sont pas du tout représentées. Donc la Guinée n'a pas respecté le cadre institutionnel et les dispositions légales, constitution, les conventions internationales auxquelles elle adhère et qu'elle a ratifiées. Et donc je pense par exemple à la promotion du genre. Et si on veut établir un parallèle, on peut regarder par exemple en Afrique, le gouvernement du Rwanda, il compte 20 ministres, dont 11 femmes et 9 hommes, pour une population aussi, je signale, quand même qui était de 12,9 millions d'habitants en 2016. Donc, ils sont légèrement supérieurs à notre population. Nous avons 34 ministres pour une population de 13 millions. Eux, ils en ont 20. Et nous n'avons pas compté non plus les ministres qui vont rentrer à la présidence, enfin les conseillers avec rang de ministre. Donc, ça va faire à peu près 50 ou à peu près 60. Ensuite, on vient d'avoir l'Espagne, qui a un gouvernement donc, de 17 ministres, dont 11 femmes et 6 hommes, pour une population aussi, je signale au passage, de 45,9 millions d'habitants. Donc, la sous-représentativité des femmes, elle est réelle. L'État n'a pas fait grand-chose pour améliorer non plus la condition féminine des femmes. Les femmes aujourd'hui sont victimes de violences conjugales, elles sont victimes de violences sexuelles, elles sont victimes aussi au niveau des emplois.
qu'on n'embauche pas beaucoup de femmes, et au niveau aussi des salaires. Donc, il y a un grand travail à faire là-dessus, et j'espère que Monsieur le Premier ministre, maintenant qu'il a fait son gouvernement, va nommer des femmes, par exemple, à la tête de grandes directions, de grandes sociétés d'État. Et là, on verra si le président, puisque le président s'était excusé, on verra vraiment si le président met l'acte à la parole maintenant. Voilà. Madame Marie-Madeleine Djoubaté, en direct de Paris, dans cette émission. Roby. Alors, Madame Djoubaté, on vous sait très écolo, et on sait que vous vous intéressez beaucoup à la question de l'environnement. Je ne sais pas quelle est la dernière fois que vous étiez à Conakry, c'était quand, mais depuis ces derniers temps, les pluies ont commencé et ça a révélé complètement toute l'ampleur de la saleté qui existe dans notre capitale. Conakry est, si ce n'est la ville la plus sale de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui, l'une des villes les plus sales de tout le continent, du monde même, s'il ne faut pas exagérer. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement le week-end dernier est une bonne stratégie? Est-ce qu'elle est pertinente selon vous? Et qu'est-ce qu'il faut vraiment pour débarrasser Conakry de ces immondices? Bon, si vous voulez parler de déguerpir les populations de Dar es Salaam, je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Mais je pense qu'on ne peut pas déguerpir des populations, expulser des populations au moment de la saison des pluies sans plan de relogement. Je pense que c'est totalement inhumain. Et le problème, il se pose chaque année à la même période, ce qui prouve que les pouvoirs publics ne travaillent pas suffisamment et n'anticipent pas du tout les problèmes. Et je pense que le gouvernement devrait vraiment s'atteler à une vraie politique du logement social. Ça, c'est pour concernant les populations de Dar es Salaam. Construire du logement à $50 000, voire à $100 000, ce n'est pas du tout du logement social, parce que j'aurais appris que ce qu'on construit aussi à Kobaya, on a chassé des gens de Kobaya de leur terre pour construire du logement qui serait du logement social, mais du logement social à $50 000, ce n'est pas du logement social. Moi, je peux les aider s'ils veulent. En Allemagne, il y a des sociétés qui font du logement social pour $5 000. En Inde, il y a Tata qui fait du logement social. Donc le logement social dont je vous parle en Allemagne, c'est 40 mètres carrés pour $5 000, entièrement fini. Je dis bien entièrement fini, avec du double vitrage pour les fenêtres, avec des vraies toilettes, avec des vrais sanitaires à l'intérieur, avec l'électricité, enfin les câbles électriques, tout est mis. La maison, elle est prête à habiter pour $5 000. En Inde, il y a Tata qui vient de faire aussi du logement social, 30 mètres carrés pour $750. Donc je pense qu'ils devraient se rapprocher du gouvernement indien s'ils veulent vraiment faire du logement social. C'est des pistes que je leur donne. Ensuite, concernant Kobaya, moi-même j'ai acheté du terrain à Kobaya et je suis outré de voir les indemnisations que l'État propose quand il dit qu'ils vont indemniser les populations. Moi, par exemple, je donne mon cas par exemple, j'ai acheté du terrain à Kobaya à 10 millions de francs guinéens la parcelle et à 30 millions de francs guinéens la parcelle. Aujourd'hui, pour indemniser les gens, on vous propose 7134 francs guinéens le mètre carré. Ça veut dire que pour 1000 mètres carrés, l'État vous indemnise 7 millions. Moi, j'aurais dépensé un minimum de 20 millions pour 1000 mètres carrés. Donc, je ne pense pas que l'État, je pense que l'État fait du business, mais l'État n'est pas en train d'aider les populations en se comportant comme ça. L'État est en train plutôt de déplacer des populations sur d'autres espaces et créer de nouveaux bidonvilles. Ça, c'est pour le cas de Dar es Salaam. Maintenant, et de Kobaya. Maintenant, concernant l'insalubrité, les inondations et l'insalubrité record qu'on voit à Conakry, il est vrai que la ville de Conakry est sale et insalubre, et c'est que sa saleté, et c'est tout à fait vrai, est devenue légendaire. Les ordures sont partout, les mauvaises odeurs et les maladies hydriques qu'elles entraînent, on parle tout le temps de typhoïde, de choléra, ainsi que du paludisme, sont clairement là. Donc, ce que moi je peux dire de ce constat-là, il faut d'abord comparer ce qui est comparable. Et donc, je voudrais souligner que des villes comme Praia, donc la capitale du Cap-Vert, Accra au Ghana, la ville de Kigali au Rwanda, je pense que le président affectionne beaucoup le Rwanda, puisqu'il le cite souvent en exemple. Les villes européennes et les villes américaines sont aujourd'hui propres, c'est simplement
parce que les dirigeants ont fait un examen de conscience et ont pratiqué une politique volontariste pour imposer des normes d'hygiène individuelles, collectives et les faire appropriées par les populations. Ça, c'est très important. Il faut que la population adhère à ces normes d'hygiène. Et ça doit passer par des campagnes de sensibilisation dans vos médias. Donc, utiliser les radios locales, parler en langue, dans les différentes langues du pays, parler en français, faire des spots à la télé, mettre des affiches pour expliquer aux gens ce que c'est la propreté, l'enseigner à l'école en mettant par exemple des cours d'instruction civique. Bien. On va apprendre aux citoyens à devenir réellement propres, ce que c'est la propreté. Madame Marie-Madeleine Djoubaté, en direct dans cette émission. Madame, ce qu'on va faire, on va aller très vite parce qu'on est malheureusement bousculé par le temps. On va prendre ces questions de Moussa Moïse. Alors, pour le CAP 2020, est-ce que Marie-Madeleine est engagée dans la course pour l'élection présidentielle de 2020 et sous quel label? Et ensuite, cette éternelle question, parce que c'est une inquiétude ressentie par un nombre de citoyens, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des velléités pour un troisième mandat en République de Guinée? Je vais répondre très clairement. Je vais me présenter pour les élections présidentielles de 2020, sauf si l'État m'en empêche. Ils peuvent m'en empêcher de différentes façons. Tout d'abord, j'ai essayé de créer un parti avant d'être dans le parti des écologistes de Guinée. Ils m'en ont empêché. En 2016, j'ai écrit un courrier au président de la République que j'ai envoyé à plusieurs reprises au président de la République, donc sur une adresse gouvernementale gov.gn, donc qui a bien été reçu par son chef du protocole, M. Sankon Kaba. Je n'ai jamais eu de réponse. Après, donc, on a envoyé certaines personnes à l'administration du territoire qui m'ont dit clairement que mon dossier était bloqué. Donc, si c'est vrai, si c'est pas vrai, là, je dis au président de la République, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, j'ai quitté le parti des écologistes de Guinée. J'ai quitté le parti des écologistes de Guinée parce que ils me l'ont demandé. Donc, je n'ai pas fait d'histoire. J'ai donné ma démission. Ils m'ont demandé parce que ils estimaient que je n'étais pas assez présente et que je ne voulais pas participer aux élections communales. Et j'avais expliqué, donc on ne s'était pas entendu sur cette partie. J'ai dit que je ne participerai pas à des élections locales. Quand on sait comment les élections se déroulent, quand on connaît le fichier, par exemple, électoral, quand on sait que la CENI, je dirais, est un organe décentralisé qui travaille uniquement pour le président de la République, donc je ne peux pas participer encore à une mascarade électorale. Donc j'ai refusé, donc j'ai quitté le PEI, j'ai fait ma lettre de démission, j'ai quitté le PEI. Maintenant, je suis dans le parti de RPD. Ce que je souhaite dire, le RPD est un parti qui appartient... Le RTD, vous avez dit le RTD? Le RPD, le Rassemblement pour la paix et la démocratie. Donc, c'est un parti qui a été créé par M. Mambi Kourouma, donc qui est le vice-président du parti, et par mon père. Donc, Bien. ce parti a 33 ans aujourd'hui. Donc, Monsieur Mambi Kourouma, donc qui tenait tous les partis, m'a dit, Mati, viens, ton père et moi avons créé le parti, c'est pas la peine d'aller t'emmerder à chercher un autre parti où tu auras de problèmes. Donc, je confirme que nous allons aller aux élections présidentielles et que nous nous organisons ici et avec, donc je vais remercier déjà certains maires indépendants donc, qui nous ont rejoints. Je vais remercier certains membres de la société civile, certains mouvements comme le mouvement Au nom du peuple, Bien. de Liman Condé et de Tiernosso. Donc, Bien, madame. Malheureusement, on est très bousculé par le temps. On aurait tellement aimé continuer avec vous parce que c'est très intéressant ce que vous dites ce matin. Mais ce qu'on va faire, on va remettre ça un autre jour. Madame Marie-Madeleine Djoubaté, ex-candidate à la présidentielle 2015 que nous entendions depuis Paris. Elle était notre invitée par téléphone. Merci à vous, madame, et toutes nos excuses donc pour le peu de temps accordé à vous dans le cadre de cette émission. On va remettre cela. Ce n'est qu'une parenthèse. On remet tout ça un peu plus tard, donc un autre jour dans cette émission. Merci à toute l'équipe des Grandes Gueules, à l'équipe de réalisation Ibrahim Prince Diallo du côté de la radio, Mamoudou Kondé, le colosse du côté de la télé, à toute l'équipe des cadrages, Awal Souma et à leur assistant. Donc on remet tout ça
mercredi dans le cadre donc de cette émission Les GG demain. En lieu et place, vous retrouvez une interview exclusive avec de Lansana Kouyaté, le président du PDN. Interview donc menée par Lamine Guirassi depuis Paris. Portez-vous bien, on se retrouve mercredi à 9h. Au revoir.